Tu vas voir Coco, on va faire des images superbes. Moi, je trouve qu'on a vraiment du spectacle. On a 3 races de hérons qui se reproduisent sous les yeux, là, au même moment. Ça vaut quand même le voyage, ça. Et de ce point de vue, les zones humides sont irremplaçables. Le jour où on assèche ça, ces oiseaux disparaissent, c'est certain. C'est certain, ils ont besoin de ces milieux-là. Je ne connais pas bien le coin ici, mais quand on aura fini de tourner, en y ayant passé 8 ou 10 jours, on va avoir vu ici ces hérons que j'ai fait, les hérons garde-bœufs, avec la toilette nuptiale. Là, c'est vraiment magnifique, avec ces taches d'un beige clair, d'un beige orangé. Là, j'en ai un autre qui est très joli. Et j'ai les branches devant qui me gênent pour faire la mise au point. À côté, on a les hérons biraux qui sont gris, un gris clair et un gris sombre. Et puis tout à fait en haut, il y a les hérons cendrés. C'est une sorte de château fort où les bêtes se sentent bien. Parce qu'elles sont plus distantes des hommes, on ne peut pas y passer avec les grosses machines, on traite moins. Ces lieux-là sont relativement protégés, c'est pour ça qu'on a toute cette vie-là. L'eau dans les rivières, d'où elle vient? La pluie. De la pluie, mais aussi l'eau d'une rivière, ça vient d'abord d'une source, donc d'un endroit où l'eau coule de la terre, d'accord? Un endroit où la neige fond, ça donne une source. Et ensuite, l'eau, elle est apportée par les pluies et donc par les coteaux. Et à la rasée, c'est 60 cm d'eau qui tombe pendant un an. C'est beau. Alors effectivement, c'est pas beaucoup. On dit qu'en France, il tombe en général 1 mètre d'eau sur une année. Dans le Midi, on est des régions un petit peu plus sèches que dans le nord de la France. Donc effectivement, il n'y a que 60 cm d'eau qui tombe pendant un an. Est-ce qu'il tombe, d'après vous, la même quantité d'eau en janvier, en février, en mars, en avril, mai, juin, et ainsi comme ça tous les mois de l'année? Ça dépend de la chaleur. Nos 60 cm d'eau sur l'année, ils ne tombent pas d'un seul coup. Ils se répartissent sur tous les mois de l'année de façon différente. En été, il ne pleut pas beaucoup. En hiver, janvier, février et décembre, il pleut beaucoup. Voilà. Cette eau de pluie, qu'est-ce qu'elle devient? Où elle va? Elle tombe au sol, qu'est-ce qui se passe? Ça peut faire une zone humide. Ouais, typiquement, oui, je suis d'accord. Vous savez comment on définit une zone humide? Quelle est la particularité des zones humides? Ça abrite C'est beaucoup une d'insectes. éponge, c'est une éponge. Ça veut dire qu'en hiver, ils absorbent l'eau et qu'en été, ils ressortent l'eau. Voilà, elle restitue petit à petit l'eau typiquement à la rivière. Ça fait d'autres choses, les zones humides. Elle se comporte comme un filtre. Comme un filtre, ouais. La mare, là, qu'il y a sous le pont, c'est une zone humide. Comme l'eau est stagne dans la mare, elle met du temps à s'infiltrer dans le sol. Et ça permet aux tout petits organismes, aux petites algues qu'il y a dans l'eau ou aux bactéries qu'il y a dans le sol d'absorber les pollutions, de manger les pollutions. Donc quand l'eau, par les sols, elle revient à la rivière, elle est moins polluée, elle est filtrée. Et puis, quoi d'autre sur les zones humides? Il y a plus d'insectes, donc ça va attirer les oiseaux, les grenouilles, etc. Exactement. Dans cette prairie, il y a beaucoup de fleurs qui vont attirer des insectes, qui vont eux-mêmes attirer des prédateurs, comme les oiseaux, comme les grenouilles, comme les rongeurs, qui eux-mêmes vont attirer d'autres prédateurs, tels que les serpents, des oiseaux plus gros, ou des mammifères, comme des biches, des renards, voilà. Donc, notre prairie à la rasée, c'est une zone humide qui abrite beaucoup d'espèces végétales et qui abrite également beaucoup d'espèces animales, beaucoup d'animaux, terrestres et aquatiques. Ok. On parle beaucoup de rivières et en fait, on parle surtout de bassins versants. Ça, c'est une maquette de bassin versant pour que vous compreniez un petit peu ce que ça veut dire, le bassin versant. Le jeune homme va nous faire de la pluie. Je veux que vous regardiez bien le chemin de l'eau. Regardez. D'après vous, la limite, elle est où? La goutte qui tombe par là, elle tombe où? Elle descend. Vers où? Vers où? Vers le bas. Vers le bas? D'accord. Et la goutte qui tombe ici, elle tombe où? Là. Ouais, donc vers l'extérieur. La limite, elle est, tu vois, elle est par là. Là. Là, Ça vient comme ça. allez, je te laisse faire. Même si ça se voit pas, trace-moi. Ça vient comme ça. Ouais, c'est très bien.
Alors vous les filles, vous avez tracé des traits ici. Qu'est-ce que t'en penses? Quand la pluie tombe, elle va comme ça, elle va comme ça, et puis après, elle s'écoule là. Alors effectivement, la goutte qui tombe ici, comment tu veux qu'elle aille à la rivière? Elle ne peut pas remonter le sol pour ensuite redescendre. D'accord? Donc en fait, la limite, elle n'est pas ici. La limite, elle est comme ça. Elle passe ici, là, par le sommet. C'est pas grave. Tu comprends? Donc ça, c'est le bassin versant, la surface, ici, là, où toutes les gouttes d'eau qui vont tomber sur le sol, à un moment donné, elles vont ruisseler et s'écouler vers l'exutoire, vers la sortie. OK? Ici, cet atelier, ça consiste à voir le rôle d'éponge des zones humides. Là, notre première expérience, c'est notre bassin versant qui n'a pas de zone humide. On y va, vous êtes prêts? Chacun sait ce qu'il doit faire? Top! Alors, première goutte. Attention, ça arrive bientôt. Là. Attends. Là. 23. Alors là, ça coule fort, il y a beaucoup d'eau dans la rivière, on peut dire que c'est la crue. Attention. Top. 250. 250. Ça n'a pas fini de couler. C'est normal. La pluie, entre le moment où elle tombe et le moment où elle arrive à la rivière, eh ben, il se passe un temps. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a des inondations alors qu'il s'est arrêté de pleuvoir. Stop. 1,51. On a combien? 300. 380. Super. Maintenant, on va remplacer notre sol nu par une zone humide. Si vous n'avez pas compris qu'une zone humide, ça fonctionne comme une éponge, et bien cette expérience, elle vous permet de le comprendre. Vous allez voir. Donc la différence avec tout à l'heure, c'est qu'au lieu d'avoir des champs cultivés jusqu'au bord du ruisseau, et ben au bord du ruisseau, c'est plutôt une prairie, comme on a ici. Manon, quand il dit top, ça veut dire qu'on a 1 minute, tu arrêtes la pluie. Tout le monde est prêt, concentré? Alors, la pluie, top! Observez l'eau, comment elle ruisselle. Comment ça se passe? Je regarde, tu vois la mare là, elle est en train de se remplir petit à petit. Là. Vous voyez le niveau de la mare qui augmente? Top. 48. La pluie arrête. Ouais, c'était plutôt 80. Deux minutes. Non, là, 2 minutes. Et alors, 280. 280. Ok, vas-y. C'est quoi ça? Ça met plus de temps avec la mousse À quoi? à couler. Pourquoi? Parce que. Pour que ça absorbe. Exactement. Notre zone humide là, qui était sèche, elle a absorbé l'eau de pluie. Et c'est ce qui fait que ça a mis beaucoup plus de temps à arriver à la rivière, à arriver à l'exutoire. Vous avez d'autres choses à dire? Ça fait moins d'eau. Ouais. Notre zone humide, elle était sèche, elle s'est gorgée d'eau. Elle a gardé l'eau avec elle. Ok? Comme votre prairie ici là. Il y a des crevasses en ce moment. Cet hiver, quand il va pleuvoir, elle va se gorger d'eau. D'accord? C'est de l'eau qu'elle va garder. Elle ne va pas la redonner tout de suite à la rivière. Elle va la garder tout l'hiver et elle la redonnera plus tard en été. Ma zone humide, elle est gorgée d'eau. Ok? Elle a stocké toute cette eau. Et cette eau-là, je la sors, mais dans la nature, cette eau-là, elle la redonnerait lentement à la rivière en période de sécheresse. D'accord? C'est bon, tu nous vides ça une dernière fois et on a fini. Merci, vous pouvez vous applaudir. Bonjour. L'idée pour nous, là, c'était de vous montrer notamment Monsieur le maire, la Jacinthe de Rome, qui est un des enjeux écologiques importants du site. C'est une espèce protégée au niveau national et puis qui fait depuis de nombreuses années l'objet de nombreuses actions de tout un réseau de partenaires
parce que l'essentiel des populations connues de cette espèce se trouve par chez nous. Par contre, la mise en culture des parcelles les fait disparaître. Et le retour en prairie à long terme, on peut la restituer? Je ne sais pas, j'ai pas d'éléments. C'est une question. En préservant la prairie, on préserve une zone d'expansion de crues, et c'est tout le sens du travail du syndicat de rivière, qui en plus de ça va contribuer à l'épuration des eaux de ruissellement, à filtrer, à dépolluer. Et l'eau, à l'arrivée, on la boit. Enfin, historiquement, il y avait une digue qui arrivait au même niveau que les habitations en face. Oui. Donc araser la digue, c'était permettre à l'eau de s'écouler dans la prairie plutôt que d'aller sur la rive où il y a des habitations. C'était vraiment l'enjeu premier. Donc vous êtes en train de me dire qu'à travers ce projet, il n'y a pas que des choses entre guillemets écologiques, il y a aussi un but utilitaire où l'homme est aussi au centre de vos préoccupations. Oui, voilà. Bien sûr. Le travail qu'on mène ensemble est aussi susceptible de réinviter les gens à s'intéresser à cette prairie, de la découvrir peut-être sous un nouveau jour. Tous les habitants de la Rasette la voient au moins une fois par jour, la prairie. La voici. Là, en gros, la fenêtre, c'est du 15-20 avril au 1er mai. Quoi. À l'époque des mousserons. La floraison. C'est bon. Un moyen mnémotechnique. Ça fait des graines là? Oui, ça va faire ensuite des boules à chaque extrémité là, et des graines. Les graines tombent entre le 15 et le 30 juin. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on essaie de retarder la fauche. D'accord. Tu vois, j'en ai plus là aujourd'hui. J'en avais compté 60, j'en ai au moins 80 là. On doit faire l'entretien. Il faut impérativement assurer l'entretien de cette On peut la prairie. considérer comme une prairie, sinon on a Oui, des arbres qui c'est poussent. une prairie qui doit rester une prairie. Et pour avoir de la prairie, il nous faut impérativement une intervention humaine ou animale. Pâturage ou fauche. Ça veut dire que si on n'intervient pas, la prairie elle disparaît très vite. C'est vraiment un milieu temporaire. On préfère préserver la jacinthe que laisser pousser une forêt. Et ça reste un choix. Donc moi j'ai fait une étude écologique, je vous en parlerai juste un petit peu après. Il n'y a pas que les amphibiens, il y a aussi les odonates et la flore de zone humide qu'on a étudiée. Et la Fédécha, ça fait tout ce qui est restauration, mais en amont sur la volée étude, inventaire des oiseaux. Les odonates, c'est quoi? C'est libellules. Libellules, excusez-moi. Et on va aller voir cette mare-là ici, qui est en lisière de boisement, et on va revenir à pied et traverser ces champs jusqu'à cette mare ici. Je commençais à vous dire un petit mot de l'état de la mare. C'était au mois de juin, en fait, en 2014. Et vous voyez, elle était complètement en assec, en fait. Donc l'agriculteur était sensibilisé à ça déjà, et il avait mis une clôture entre ces deux parties pour pas que les vaches aillent jusqu'au bout de la zone humide ou de la mare, parce que là, c'est vrai qu'il y a des parties où la végétation est quand même relativement dense. Si on n'intervient pas, toutes les mares ont vocation à disparaître. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'intervention de l'homme pour que les mares subsistent, en fait. Vous voyez, ces algues vertes, en fait, filamenteuses, c'est juste le reflet d'un dysfonctionnement de la mare, en fait. Trop de matière organique, pas assez d'oxygène. Je fais 3 passages, en fait, quand je fais les inventaires amphibiens. Sur les 3 passages, j'ai trouvé qu'une seule espèce, ici sur le site, c'était du triton marbré, donc c'est celui-là. Relativement exigeant, ce qui est assez étonnant, donc je me dis que certainement il profitait de la partie arrière où les eaux sont relativement plus claires, en fait, celui-là. Si la mare continuait à rester eutrophe comme ça, la population de triton marbré disparaissait sur le site. Espèce protégée, espèce relativement rare sur le département, avec une autre espèce, celui-là. Ces deux-là, on peut dire que c'est les plus exigeants en termes de mare, en fait. Si on préserve ceux-là, tous les autres ont leur place, en fait. Vous avez aussi un petit filament au bout de la queue. Ça, c'est 2 points pour reconnaître que c'est un mâle. Le troisième, mais là qui a disparu parce que là c'est la fin de la saison, c'est les pattes arrière qui vont être noires parce que surtout elles sont palmées. C'est pour ça qu'on l'appelle le triton palmé. Et pourquoi le mâle a les pattes arrière palmées et pas la femelle? Pour la rattraper. Parce qu'elle a pas forcément envie. Exactement. Ça lui permet d'être plus rapide.